Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 25 et 26 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 25, où l'on donne un léger aperçu de San Francisco, un jour de meeting. Il était 7 heures du matin quand Phileas Fogg, Mademoiselle Aouda et Passepartout prirent pied sur le continent américain, si toutefois on peut donner ce nom au quai flottant sur lequel ils débarquèrent. Ces quais montant et descendant avec les marées facilitent le chargement et le déchargement des navires. Là s'embossent les clippers de toutes dimensions, les steamers de toute nationalité et ces steamboats à plusieurs étages qui font le service de Sacramento et de ses affluents. Là s'entassent aussi les produits d'un commerce qui s'étend au Mexique, au Pérou, au Chili, au Brésil, à l'Europe, à l'Asie, à toutes les îles de l'océan Pacifique. Passepartout, dans sa joie de toucher enfin la terre américaine, avait cru devoir opérer son débarquement en exécutant un saut périlleux du plus beau style. Mais quand il retomba sur le quai dont le plancher était vermoulu, il faillit passer au travers. Tout décontenancé de la façon dont il avait pris pied sur le nouveau continent, l'honnête garçon poussa un cri formidable qui fit envoler une innombrable troupe de cormorans et de pélicans, hôtes habituels des quais mobiles. M. Fogg, aussitôt débarqué, s'informa de l'heure à laquelle partait le premier train pour New York. C'était à 6 heures du soir. M. Fogg avait donc une journée entière à dépenser dans la capitale californienne. Il fit venir une voiture pour Mademoiselle Aouda et pour lui. Passepartout monta sur le siège et le véhicule à 3 $ la course se dirigea vers International Hotel. De la place élevée qu'il occupait, Passepartout observait avec une curiosité la grande ville américaine. Larges rues, maisons basses bien alignées, églises et temples d'un gothique anglo-saxon, docks immenses, entrepôts comme des palais, les uns en bois, les autres en briques. Dans les rues, voitures nombreuses, omnibus, cars de tramway, et sur les trottoirs encombrés, non seulement des Américains et des Européens, mais aussi des Chinois et des Indiens, enfin, de quoi composer une population de plus de 200 000 habitants. Passepartout fut assez surpris de ce qu'il voyait. Il en était encore à la cité légendaire de 1849, à la ville des bandits, des incendiaires et des assassins, accourus à la conquête des pépites, immense capharnaüm de tous les déclassés, où l'on jouait la poudre d'or, un revolver d'une main et un couteau de l'autre. Mais ce beau temps était passé. San Francisco présentait l'aspect d'une grande ville commerçante. La haute tour de l'hôtel de ville, où veillent les guetteurs, dominait tout cet ensemble de rues et d'avenues, se coupant en angles droits, entre lesquels s'épanouissaient des squares verdoyants, puis une ville chinoise qui semblait avoir été importée du céleste empire dans une boîte à joujoux. Plus de sombreros, plus de chemises rouges à la mode des coureurs de placers, plus d'indiens emplumés, mais des chapeaux de soie, des habits noirs que portaient un grand nombre de gentlemen doués d'une activité dévorante. Certaines rues, entre autres Montgomery Street, le Regent Street de Londres, le boulevard des Italiens de Paris, le Broadway de New York, étaient bordées de magasins splendides qui offraient à leur étalage les produits du monde entier. Lorsque Passepartout arriva à l'International Hotel, il ne lui semblait pas qu'il eût quitté l'Angleterre. Le rez-de-chaussée de l'hôtel était occupé par un immense bar, sorte de buffet ouvert gratis à tout passant. Viande sèche, soupe aux huîtres, biscuits et chester s'y débitaient sans que le consommateur eût à délier sa bourse. Il ne payait que sa boisson, à lait, Porto ou Xérès, si sa fantaisie le portait à se rafraîchir. Cela parut très américain à Passepartout. Le restaurant de l'hôtel était confortable. M. Fogg et Mlle Aouda s'installèrent devant une table et furent abondamment servis dans des plats lilliputiens par des nègres du plus beau noir. Après déjeuner, Phileas Fogg, accompagné de Mlle Aouda, quitta l'hôtel pour se rendre au bureau du consul anglais afin d'y faire viser son passeport. Sur le trottoir, il trouva son domestique qui lui demanda si, avant de prendre le chemin de fer du Pacifique, il ne serait pas prudent d'acheter quelques douzaines de carabines Enfield ou de revolvers Colt. Passepartout avait entendu parler de Sioux et de Pawnee qui arrêtent les trains comme de simples voleurs espagnols. M. Fogg répondit que c'était là une précaution inutile, mais il le laissait libre d'agir comme il lui conviendrait. Puis il se dirigea vers les bureaux de l'agent consulaire. Phileas Fogg n'avait pas fait 200 pas que, par le plus grand des hasards, il rencontrait Fix. L'inspecteur se montra extrêmement surpris. Comment? M. Fogg et lui avaient fait ensemble la traversée du Pacifique et ils ne s'étaient pas rencontrés à bord. En tout cas,
Fix ne pouvait être qu'honoré de revoir le gentleman auquel il devait tant, et ses affaires le rappelant en Europe, il serait enchanté de poursuivre son voyage en une si agréable compagnie. M. Fogg répondit que l'honneur serait pour lui, et Fix, qui tenait à ne point le perdre de vue, lui demanda la permission de visiter avec lui cette curieuse ville de San Francisco, ce qui fut accordé. Voici donc Mademoiselle Aouda, Phileas Fogg et Fix flânant par les rues. Ils se trouvèrent bientôt dans Montgomery Street, où l'affluence du populaire était énorme. Sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, sur les rails des tramways, malgré le passage incessant des coachs et des omnibus, au seuil des boutiques, aux fenêtres de toutes les maisons, et même jusque sur les toits, foules innombrables. Des hommes affiches circulaient au milieu des groupes, des bannières et des banderoles flottaient au vent, des cris éclataient de toutes parts. « Hurrah pour Camerfield !»« Hurrah pour Mandy Boy !» C'était un meeting. Ce fut du moins la pensée de Fix, et il communiqua son idée à M. Fogg en ajoutant « Nous ferons peut-être bien, monsieur, de ne point nous mêler à cette cohue. Il n'y a que de mauvais coups à recevoir. » « En effet, répondit Phileas Fogg, et les coups de poing, pour être politique, n'en sont pas moins des coups de poing. Fix crut devoir sourire en entendant cette observation, et, afin de voir sans être pris dans la bagarre, Mademoiselle Aouda, Phileas Fogg et lui prirent place sur les paliers supérieurs d'un escalier qui desservait une terrasse située en contre-haut de Montgomery Street. Devant eux, de l'autre côté de la rue, entre le wharf d'un marchand de charbon et le magasin d'un négociant en pétrole, se développait un large bureau en plein vent, vers lequel les divers courants de la foule semblaient converger. Et maintenant, pourquoi ce meeting? À quelle occasion se tenait-il? Phileas Fogg l'ignorait absolument. S'agissait-il de la nomination d'un haut fonctionnaire, militaire ou civil, d'un gouverneur d'État ou d'un membre du Congrès? Il était permis de le conjecturer, à voir l'animation extraordinaire qui passionnait la ville. En ce moment, un mouvement considérable se produisit dans la foule. Toutes les mains étaient en l'air. Quelques-unes, solidement fermées, semblaient se lever et s'abattre rapidement au milieu des cris. Manière énergique sans doute de formuler un vote. Des remous agitaient la masse qui refluait. Les bannières oscillaient, disparaissant un instant et reparaissant en loques. Les ondulations de la houle se propageaient jusqu'à l'escalier, tandis que toutes les têtes moutonnaient à la surface comme une mer soudainement remuée par un grain. Le nombre des chapeaux noirs diminuait à vue d'œil, et la plupart semblaient avoir perdu leur hauteur normale. « C'est évidemment un meeting, » dit Fix, « et la question qui l'a provoqué doit être palpitante. Je ne serais point étonné qu'il fût encore question de l'affaire de l'Alabama, bien qu'elle soit résolue. »« Peut-être, » répondit simplement M. Fogg. « En tout cas, reprit Fix, deux champions sont en présence l'un de l'autre, l'honnête Camerfield et l'honorable Mandy Boy. » Mademoiselle Aouda, au bras de Phileas Fogg, regardait avec surprise cette scène tumultueuse, et Fix allait demander à l'un de ses voisins les raisons de cette effervescence populaire, quand un mouvement plus accusé se prononça. Les hurrahs, agrémentés d'injures, redoublèrent. La hampe des bannières se transforma en arme offensive. Plus de mains, des poings partout. Du haut des voitures arrêtées et des omnibus enrayés dans leur course, s'échangeaient force Orion. Tout servait de projectiles, bottes et souliers décrivaient dans l'air des trajectoires très tendues, et il sembla même que quelques revolvers mêlaient aux vociférations de la foule leur détonation nationale. La cohue se rapprocha de l'escalier et reflua sur les premières marches. L'un des partis était évidemment repoussé, sans que les simples spectateurs pussent reconnaître si l'avantage était à Mandy Boy ou à Camerfield. « Je crois prudent de nous retirer, » dit Fix, qui ne tenait pas à ce que son homme reçût un mauvais coup ou se fît une mauvaise affaire. « S'il est question de l'Angleterre, dans tout ceci, et qu'on nous reconnaisse, nous serions fort compromis dans la bagarre. »« Un citoyen anglais, » répondit Phileas Fogg. Mais le gentleman ne put achever sa phrase. Derrière lui, de cette terrasse qui précédait l'escalier, partirent des hurlements épouvantables. On criait « Hurrah, hip 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 pour Mandy Boy !» C'était une troupe d'électeurs qui arrivait à la rescousse, prenant en flanc les partisans de Camerfield. M. Fogg, Mademoiselle Aouda et Fix se trouvèrent entre deux feux. Il était trop tard pour s'échapper. Ce torrent d'hommes, armés de cannes plombées et de casse-tête, était imprévisible. Phileas Fogg et Fix, en préservant la jeune femme, furent horriblement bousculés. M. Fogg, non moins flegmatique que d'habitude, voulut se défendre avec ces armes naturelles que la nature a mis au bout des bras de tout Anglais, mais inutilement. Un énorme gaillard à barbiche rouge, au teint coloré, large d'épaules, qui paraissait être le chef de la bande, leva son formidable poing sur M. Fogg, et il eût fort endommagé le gentleman si Fix,
par dévouement, n'eût reçu le coup à sa place. Une énorme bosse se développa instantanément sous le chapeau de soie du détective, transformé en simple toque. « Yankee !» dit M. Fogg en lançant à son adversaire un regard de profond mépris. « Englishman !» répondit l'autre. « Nous nous retrouverons. Quand il vous plaira, votre nom ? Phileas Fogg. Le vôtre ? Le colonel Stempwed Proctor. » Puis, cela dit, la marée passa. Fix fut renversé et se releva, les habits déchirés, mais sans meurtrissure sérieuse. Son patelot de voyage s'était séparé en deux parties inégales, et son pantalon ressemblait à ces culottes dont certains Indiens, affaire de mode, ne se vêtent qu'après en avoir préalablement enlevé le fond. Mais en somme, mademoiselle Aouda avait été épargnée, et seul Fix en était pour son coup de poing. « Merci, dit M. Fogg à l'inspecteur, dès qu'ils furent hors de la foule. « Il n'y a pas de quoi, répondit Fix. « Mais venez. »« Où ?»« Chez un marchand de confection. » En effet, cette visite était opportune. Les habits de Phileas Fogg et de Fix étaient en lambeaux, comme si ces deux gentlemen se fussent battus pour le compte des honorables Camerfield et Bandyboy. 1 heure après, ils étaient convenablement vêtus et coiffés. Puis ils revinrent à International Hotel. Là, Passepartout attendait son maître, armé d'une demi-douzaine de revolvers poignards, à 6 coups et à inflammation centrale. Quand il aperçut Fix en compagnie de M. Fogg, son front s'obscurcit. Mais mademoiselle Aouda, ayant fait en quelques mots le récit de ce qui s'était passé, Passepartout se resséréna. Évidemment, Fix n'était plus un ennemi, c'était un allié. Il tenait sa parole. Le dîner terminé, un coach fut emmené qui devait conduire à la gare les voyageurs et leurs colis. Au moment de monter en voiture, M. Fogg dit à Fix : « Vous n'avez pas revu ce colonel Proctor ? » ?»« Non, répondit Fix. « Je reviendrai en Amérique pour le retrouver, dit froidement Phileas Fogg. Il ne serait pas convenable qu'un citoyen anglais se laissât traiter de cette façon. L'inspecteur sourit et ne répondit pas. Mais, on le voit, M. Fogg était de cette race d'anglais qui, s'ils ne tolèrent pas le duel chez eux, se battent à l'étranger quand il s'agit de soutenir leur honneur. À 6h moins quart, les voyageurs atteignirent la gare et trouvaient le train prêt à partir. Au moment où M. Fogg allait s'embarquer, il avisa un employé et le rejoignant. « Mon ami, lui dit-il, n'y a-t-il pas eu quelque trouble aujourd'hui à San Francisco ? » « C'était un meeting, monsieur, répondit l'employé. Cependant, j'ai cru remarquer une certaine animation dans les rues. Il s'agissait simplement d'un meeting organisé pour une élection. L'élection d'un général en chef, sans doute, demanda M. Fogg. Non, monsieur, d'un juge de paix. Sur cette réponse, Phileas Fogg monta dans le wagon et le train partit à toute vapeur. Chapitre 26, dans lequel on prend le train express du chemin de fer du Pacifique. Ocean to Ocean, ainsi disent les Américains, et ces 3 mots devaient être la dénomination générale du Grand Trunk qui traverse les États-Unis d'Amérique dans leur plus grande largeur. Mais en réalité, le Pacific Railroad se divise en 2 parties distinctes, Central Pacific, entre San Francisco et Ogden, et Union Pacific, entre Ogden et Omaha. Là se raccordent 5 lignes distinctes qui mettent Omaha en communication fréquente avec New York. New York et San Francisco sont donc présentement réunis par un ruban de métal non interrompu qui ne mesure pas moins de 3 786 milles. Entre Omaha et le Pacifique, le chemin de fer franchit une contrée encore fréquentée par les Indiens et les Fauves, vaste étendue de territoire que les Mormons commencèrent à coloniser en 1845, après qu'ils eurent été chassés de l'Illinois. Autrefois, dans les circonstances les plus favorables, on employait 6 mois pour aller de New York à San Francisco. Maintenant, on met 7 jours. C'est en 1862 que, malgré l'opposition des députés du Sud, qui voulaient une ligne plus méridionale, le tracé du railroad fut arrêté entre le 41e et le 42e parallèle. Le président Lincoln, de si regrettée mémoire, fixa lui-même dans l'État de Nebraska, à la ville d'Omaha, la tête de ligne du nouveau réseau. Les travaux furent aussitôt commencés et poursuivis avec cette activité américaine qui n'est ni paperasserie ni bureaucratie. La rapidité de la main-d'œuvre ne devait nuire en aucune façon à la bonne exécution du chemin. Dans la prairie, on avançait à raison d'1,5 mille par jour. Une locomotive, roulant sur le rail de la veille, apportait les rails du lendemain et courait à leur surface au fur et à mesure qu'ils étaient posés. Le Pacific Railroad jette plusieurs embranchements sur son parcours dans les États de l'Iowa, du Kansas, du Colorado et de l'Oregon. En quittant Omaha, il longe la rive gauche du Platte River jusqu'à l'embouchure de la branche du nord, suit la branche du sud, traverse les terrains de Laramie et les montagnes Wasatch, contourne le lac Salé, arrive à Salt Lake City
la capitale des Mormons, s'enfonce dans la vallée de la Tuilla, longe le désert américain, les monts de Cedar et Humboldt, Humboldt River, la Sierra Nevada et redescend par Sacramento jusqu'au Pacifique, sans que ce tracé dépasse en pente 112 pieds par mille, même dans la traversée des montagnes rocheuses. Telle était cette longue artère que les trains parcouraient en 7 jours et qui allait permettre à l'honorable Phileas Fogg, il l'espérait du moins, de prendre le 11 à New York, le paquebot de Liverpool. Le wagon occupé par Phileas Fogg était une sorte de long omnibus qui reposait sur 2 trains formés de 4 roues chacun, dont la mobilité permet d'attaquer des courbes de petits rayons. À l'intérieur, point de compartiment, 2 files de sièges disposés de chaque côté, perpendiculairement à l'axe, et entre lesquels était réservé un passage conduisant au cabinet de toilette et autres dont chaque wagon est pourvu. Sur toute la longueur du train, les voitures communiquaient entre elles par des passerelles et les voyageurs pouvaient circuler d'une extrémité à l'autre du convoi, qui mettait à leur disposition des wagons salons, des wagons terrasses, des wagons restaurants et des wagons à café. Il n'y manquait que des wagons théâtres, mais il y en aura un jour. Sur les passerelles circulaient incessamment des marchands de livres, de journaux, débitant leurs marchandises, et des vendeurs de liqueurs, de comestibles, de cigares, qui ne manquaient point de chalands. Les voyageurs étaient partis de la station d'Auckland à 6 heures du soir. Il faisait déjà nuit, une nuit froide, sombre, avec un ciel couvert dont les nuages menaçaient de se résoudre en neige. Le train ne marchait pas avec une grande rapidité. En tenant compte des arrêts, il ne parcourait pas plus de 20 milles à l'heure, vitesse qui devait cependant lui permettre de franchir les États-Unis dans les temps réglementaires. On causait peu dans les wagons. D'ailleurs, le sommeil allait bientôt gagner les voyageurs. Passepartout se trouvait placé auprès de l'inspecteur de police, mais il ne lui parlait pas. Depuis les derniers événements, leur relation s'était notablement refroidie. Plus de sympathie, plus d'intimité. Fix n'avait rien changé à sa manière d'être, mais Passepartout se tenait, au contraire, sur une extrême réserve, prêt, au moindre soupçon, à étrangler son ancien ami. 1 heure après le départ du train, la neige tomba, neige fine, qui ne pouvait, fort heureusement, retarder la marche du convoi. On n'apercevait plus à travers les fenêtres qu'une immense nappe blanche sur laquelle, en déroulant ses volutes, la vapeur de la locomotive paraissait grisâtre. À 8 heures, un steward entra dans le wagon et annonça aux voyageurs que l'heure du coucher était sonnée. Ce wagon était un sleeping car qui, en quelques minutes, fut transformé en dortoir. Les dossiers des bancs se replièrent, des couchettes soigneusement paquetées se déroulèrent par un système ingénieux, des cabines furent improvisées en quelques instants, et chaque voyageur eut bientôt à sa disposition un lit confortable que d'épais rideaux défendaient contre tout regard indiscret. Les draps étaient d'un blanc, les oreillers moelleux. Il n'y avait plus qu'à se coucher et à dormir, ce que chacun fit, comme s'il se fût trouvé dans la cabine confortable d'un paquebot, pendant que le train filait à toute vapeur à travers l'État de Californie. Dans cette portion du territoire qui s'étend entre San Francisco et Sacramento, le sol est peu accidenté. Cette partie du chemin de fer, sous le nom de Central Pacific Road, prit d'abord Sacramento pour point de départ et s'avança vers l'est à la rencontre de celui qui partait d'Omaha. De San Francisco à la capitale de la Californie, la ligne courait directement au nord-est en longeant American River, qui se jette dans la baie de San Pablo. Les 120 milles, compris entre ces deux importantes cités, furent franchis en 6 heures, et vers minuit, pendant qu'ils dormaient de leur premier sommeil, les voyageurs passèrent à Sacramento. Ils ne virent donc rien de cette ville considérable, siège de la législature de l'État de Californie, ni de ses bosquets, ni de ses rues larges, ni de ses hôtels splendides, ni de ses squares, ni de ses temples. En sortant de Sacramento, le train, après avoir dépassé les stations de Junction, de Rocklin, d'Auburn et de Colfax, s'engagea dans le massif de la Sierra Nevada. Il était 7 heures du matin quand furent traversées les stations de Cisco. 1 heure après, le dortoir était redevenu un wagon ordinaire et les voyageurs pouvaient à travers la vitre entrevoir les points de vue pittoresques de ce montagneux pays. Le tracé du train obéissait aux caprices de la Sierra, ici accroché au flanc de la montagne, là suspendu au-dessus des précipices, évitant les angles brusques par des courbes audacieuses, s'élançant dans des gorges étroites que l'on devait croire sans issue. La locomotive, étincelante comme une chasse, avec son grand fanal qui jetait de fauves lueurs, sa cloche argentée, son chasse-vache qui s'étendait comme un éperon, mêlait ses sifflements et ses mugissements à ceux des torrents et des cascades, et tordait sa fumée à la noire ramure des sapins. Peu ou point de tunnel, ni de pont sur le parcours. Le railroad contournait les flancs de montagne, ne cherchant pas dans la ligne droite le plus court chemin, qu'un point à un autre, et ne violentant pas la nature.
Vers 9 heures, par la vallée de Carson, le train pénétrait dans l'État de Nevada, suivant toujours la direction nord-est. À midi, il quittait Reno, où les voyageurs eurent 20 minutes pour déjeuner. Depuis ce point, la voie ferrée, côtoyant Humboldt River, s'éleva pendant quelques milles vers le nord en suivant son cours. Puis elle s'infléchit vers l'est et ne devait plus quitter le cours d'eau avant d'avoir atteint les Humboldt Ranges, qui lui donnent naissance presque à l'extrémité orientale de l'État de Nevada. Après avoir déjeuné, M. Fogg, Mlle Aouda et leurs compagnons reprirent leur place dans le wagon. Phileas Fogg, la jeune femme, Fix et Passepartout, confortablement assis, regardaient le paysage varié qui passait sous leurs yeux. Vastes prairies, montagnes se profilant à l'horizon, criques se roulant leurs eaux écumeuses. Parfois un grand troupeau de bisons se massant au loin apparaissait comme une digue mobile. Ces innombrables armées de ruminants opposent souvent un insurmontable obstacle au passage des trains. On a vu des milliers de ces animaux défiler pendant quelques heures en rang pressé au travers du railroad. La locomotive est alors forcée de s'arrêter et d'attendre que la voie soit redevenue libre. Ce fut même ce qui arriva dans cette occasion. Vers 3 heures du soir, un troupeau de 10 à 12 000 têtes barra le railroad. La machine, après avoir modéré sa vitesse, essaya d'engager son éperon dans le flanc de l'immense colonne, mais elle dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. On voyait ces ruminants, ces buffalos, comme les appellent impromptement les Américains, marcher ainsi de leurs pas tranquilles, poussant parfois des beuglements formidables. Ils avaient une taille supérieure à celle du taureau d'Europe, les jambes et la queue courtes, le garrot saillant, qui formait une bosse musculaire, les cornes écartées à la base, la tête, le cou et les épaules recouverts d'une crinière à longs poils. Il ne fallait pas songer à arrêter cette migration. Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pourrait ni enrayer ni modifier leur marche. C'est un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir. Les voyageurs, dispersés sur les passerelles, regardaient ce curieux spectacle. Mais celui qui devait être le plus pressé de tous, Phileas Fogg, était demeuré à sa place et attendait philosophiquement qu'il plût au buffle de lui livrer passage. Passepartout était furieux du retard que causait cette agglomération d'animaux. Il eût voulu décharger contre eux son arsenal de revolvers. « Quel pays !» s'écria-t-il. « De simples bœufs qui arrêtent des trains et qui s'en vont là, processionnellement, sans plus se hâter que s'ils ne gênaient pas la circulation. Parbleu, je voudrais bien savoir si M. Fogg avait prévu ce contretemps dans son programme. Et ce mécanicien qui n'ose pas lancer sa machine à travers ce bétail encombrant ?» Le mécanicien n'avait point tenté de renverser l'obstacle, et il avait prudemment agi. Il eût écrasé sans doute les premiers buffles, attaqués par les prongs de la locomotive, mais, si puissante qu'elle fût, la machine eût été bientôt arrêtée, un déraillement se serait inévitablement produit, et le train fût resté en détresse. Le mieux était donc d'attendre, patiemment, quitte ensuite à regagner le temps perdu par une accélération de la marche du train. Le défilé des bisons dura 3 grandes heures, et la voie ne redevint libre qu'à la nuit tombante. À ce moment, les derniers rangs du troupeau traversaient les rails, tandis que les premiers disparaissaient au-dessus de l'horizon du sud. Il était donc 8 heures quand le train franchit les défilés des Humboldt Ranges, et 9h30 lorsqu'il pénétra sur le territoire de l'Utah, la région du Grand Lac Salé, le curieux pays des Mormons. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Bye bye!